Bonjour à toutes et à tous. Laissez-moi vous poser une question très simple, une question que je vous invite à vous poser en toute franchise. Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous le soir, de vous laisser tomber sur votre canapé, et de sentir un poids immense sur vos épaules? Pas seulement la fatigue d'une longue journée de travail, non, mais quelque chose de plus profond. Une sorte de lassitude, l'impression de courir en permanence après le temps, après vos obligations, et de vous oublier un peu plus chaque jour dans cette course effrénée. C'est un sentiment que je rencontre si souvent dans mon cabinet. Une plainte murmurée qui en dit long sur notre mode de vie. Cette sensation que notre propre vitalité nous échappe, comme du sable fin entre les doigts. Puis vient le matin. Le réveil sonne, peut-être pour la 3e fois, et le premier regard dans le miroir peut être difficile. On ne se reconnaît pas toujours. On voit des traits plus tirés, un teint moins lumineux, des cernes qui racontent des nuits trop courtes, ou un sommeil qui n'est plus vraiment réparateur. On se sent plus âgé que son âge réel, on se dit que c'est normal, que c'est le stress, la vie moderne. On prend son café, on s'habille, et on repart pour un tour, en ignorant ces petits signaux que notre corps nous envoie. On met un couvercle sur ces douleurs naissantes, cette raideur dans le dos, ce souffle qui se fait plus court dans les escaliers. Mais au fond de nous, une petite voix s'inquiète. Nous sommes tous pris dans le même tourbillon, un rythme de vie qui nous impose ses exigences, nous laissant peu de répit pour prendre soin de l'essentiel, nous-mêmes. Entre les responsabilités professionnelles, la gestion de la famille et la charge mentale qui ne s'arrête jamais, bien manger et bouger suffisamment deviennent des luxes. On se tourne alors vers la facilité. Des plats préparés, des repas avalés sur le pouce devant un écran, des solutions rapides qui nous donnent l'illusion de gagner du temps. Mais à quel prix? Ce temps que nous pensons gagner, ne le perdons-nous pas en qualité de vie, en énergie, en bien-être? C'est un paradoxe cruel. Pour tenir le rythme, nous adoptons des habitudes qui, à terme, nous empêchent de le suivre. Et pourtant, l'envie de changer est bien là. Qui n'a jamais pris de bonnes résolutions en début d'année, ou au retour des vacances? On s'inscrit à la salle de sport avec une motivation débordante, on remplit son réfrigérateur de légumes, on se promet de se coucher plus tôt. Mais la routine, insidieuse, reprend vite ses droits. Les contraintes réapparaissent, la fatigue s'installe à nouveau, et ses belles intentions s'effritent. On se sent alors coupable, déçu de soi-même, en se disant qu'on manque de volonté. Mais si le problème n'était pas la volonté, mais plutôt la méthode? Si nous cherchions des solutions trop compliquées, trop radicales, trop éloignées de notre réalité, nous condamnant à Blil, échec, avant même d'avoir commencé. Le plus déroutant dans tout cela, c'est le bruit de fond permanent, ce brouillard d'informations contradictoires sur la santé. Un jour, il faut bannir les graisses. Le lendemain, ce sont les sucres qui sont diabolisés. Un expert vante les mérites du jeûne intermittent, tandis qu'un autre prône 5 petits repas par jour. Faut-il courir des marathons ou simplement marcher dans la nature? Manger bio, local, sans gluten, sans lactose? Face à cette cacophonie de conseils, il est tout à fait normal de se sentir perdu, voire paralysé. On finit par ne plus savoir qui croire, ni par où commencer. Cette confusion mène souvent à l'inaction. Car la peur de mal faire devient plus forte que l'envie de bien faire. On préfère ne rien changer, plutôt que de risquer de se tromper. Cette inaction, nourrie par la fatigue et la confusion, laisse le champ libre à une angoisse plus sourde, plus profonde, la peur de l'avenir. Quand on a du mal à monter 3 étages sans être essoufflé à 40 ans, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur ce que seront nos 70 ans. Pourrons-nous jouer avec nos petits-enfants, voyager, profiter d'une retraite active et sereine? Ou serons-nous prisonniers d'un corps affaibli, dépendant des médicaments et des autres? Cette projection est souvent douloureuse, et nous préférons éviter. Pourtant, c'est aujourd'hui, dans nos gestes quotidiens, que se dessine la qualité de nos années futures. Chaque repas, chaque nuit de sommeil, chaque moment de stress évité est une pierre que nous posons pour construire notre santé de demain. En tant que médecin, je vois les conséquences de se laisser aller chaque jour. Je vois des vies diminuées par des maladies chroniques qui, pour beaucoup, auraient pu être évitées ou largement retardées. Et je me suis longtemps senti frustré. Mon rôle semblait se limiter à gérer les symptômes, à prescrire des traitements pour réparer des dégâts déjà bien installés. J'avais l'impression d'être un pompier qui passe son temps à éteindre des incendies, sans jamais pouvoir s'attaquer à la source des départs de feu. Cette frustration m'a poussé à chercher ailleurs, au-delà des protocoles et des manuels de médecine classique. Je voulais comprendre comment construire la santé, pas seulement comment combattre la maladie. Je voulais trouver une approche plus humaine, plus douce, plus durable. Ma quête m'a donc amené à éloigner des sentiers battus de la médecine occidentale. J'ai commencé à explorer ce que d'autres cultures, d'autres traditions, avaient à nous apprendre sur l'art de bien vieillir. J'ai dévoré des études sur les populations, qui semblaient détenir les clés d'une longévité exceptionnelle, non pas une longévité de survie mais une longévité pleine de vitalité, de joie et d'autonomie. Je cherchais des réponses non pas dans des molécules de synthèse ou des technologies de pointe,
mais dans la sagesse ancestrale, dans le bon sens, et dans l'observation de ceux qui vivent en harmonie avec leur corps et leur environnement. Je cherchais un modèle, une source d'inspiration qui soit à la fois simple et profondément efficace. C'est ainsi que mon regard s'est tourné vers des horizons lointains, vers des communautés isolées où le mot retraite n'a pas le même sens que chez nous. Des endroits où les nonagénaires et les centenaires ne sont pas des exceptions alitées dans une maison de repos, mais des piliers actifs de leur communauté. Des lieux où l'on cultive son jardin jusqu'à son dernier souffle, où l'on danse lors des fêtes de village, où le rire et les liens sociaux sont les premiers des remèdes. J'ai découvert qu'il existait sur notre planète des zones bleues des poches de longévité où les gens semblent avoir trouvé un secret que nous avons oublié. Un secret qui n'a rien à voir avec la richesse ou la complexité, bien au contraire. Ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est le fruit de cette exploration. C'est l'histoire d'une sagesse simple, accessible à chacun d'entre nous, où que nous vivions. Oubliez les régimes drastiques, les pilules miracles et les programmes d'entraînement épuisants. La réponse que j'ai trouvée est beaucoup plus douce, plus bienveillante, et, je vous le promets, infiniment plus réjouissante. C'est une invitation à repenser notre rapport à notre corps et à notre alimentation. Non pas comme une contrainte, mais comme le plus beau des cadeaux que l'on puisse se faire. Ensemble, nous allons découvrir comment de petits changements, inspirés par ceux qui vivent le plus longtemps et en meilleure santé au monde, peuvent transformer radicalement notre propre vie. Ce voyage vers une meilleure santé nous emmène donc, comme je vous le disais, à des milliers de kilomètres de chez nous, sur un archipel japonais baigné par la mer de Chine orientale, Okinawa. Imaginez un instant. Là-bas, le nombre de personnes qui dépassent les 100 ans, en pleine possession de leurs moyens, est jusqu'à 5 fois plus élevé que dans nos pays occidentaux. Ce ne sont pas des survivants fragiles, mais des aînés respectés, actifs, qui jardinent, dansent et rient aux éclats. Leur secret n'est pas caché dans un laboratoire high-tech, mais à la vue de tous, dans leur quotidien. C'est une leçon de vie d'une simplicité et d'une puissance extraordinaire, une démonstration éclatante que vieillir en bonne santé n'est pas une question de chance, mais le résultat d'un art de vivre. Leur philosophie repose sur un équilibre que nous avons perdu, un équilibre entre le corps et l'esprit, entre l'individu et sa communauté. Ils appellent cela « ikigai », que l'on pourrait traduire par « la raison de se lever le matin ». Chacun a son ikigai, sa passion, son but, qu'il soit de s'occuper de ses arrière-petits-enfants, de maîtriser un art ou de transmettre son savoir. Cette notion est fondamentale, car elle donne un sens à chaque journée et combat le sentiment de vide qui peut s'installer avec elle, âge. Parallèlement, leur vie sociale est d'une richesse incroyable. Ils ont des moai, des groupes d'amis de longue date qui se soutiennent mutuellement tout au long de leur vie, financièrement, émotionnellement. C'est un véritable rempart contre la solitude, l'un des pires ennemis de notre santé. Au cœur de cette sagesse se trouve une approche de l'alimentation qui va à l'encontre de toutes nos habitudes modernes. Oubliez les régimes restrictifs et la culpabilité. À Okinawa, manger est un acte joyeux, coloré et profondément respectueux de son corps. Leur table est un festival de couleurs. Le violet de la patate douce, le vert des légumes amers, le blanc du tofu, le jaune du curcuma. Ils consomment une variété impressionnante de végétaux, très peu de viande rouge, un peu de poisson, et beaucoup de produits à base de soja. Leur alimentation est naturellement faible en calories, mais incroyablement dense, en nutriments, vitamines, minéraux et antioxydants. C'est une cuisine qui nourrit en profondeur, qui répare et qui protège, sans jamais agresser l'organisme. Mais le plus fascinant est peut-être leur rapport à la satiété. Ils pratiquent un précepte ancestral issu du confucianisme, Hara Hachibu. Cette phrase, ils se la répètent avant chaque repas, et elle signifie ne mange que jusqu'à être rempli à 80%. Ce n'est pas une privation, mais une écoute fine des signaux de son corps. C'est l'art de quitter la table en se sentant léger, satisfait, mais jamais lourd ou gavé. Cette simple habitude a des conséquences immenses. Elle permet de maintenir un poids de forme tout au long de la vie, de soulager le système digestif et de limiter le stress oxydatif qui accélère le vieillissement de nos cellules. C'est une invitation à la modération et à la pleine conscience, à 1000 lieues de nos repas avalés en vitesse devant un écran. Enfin, leur vie n'est pas sédentaire. Mais ne vous imaginez pas des salles de sport ultramodernes ou des marathoniens de 90 ans. Leur activité physique est douce, constante et intégrée à leur vie de tous les jours. C'est le jardinage qui fait travailler tous les muscles en douceur, la marche pour aller voir des amis, les danses traditionnelles lors des fêtes de village. Le mouvement n'est pas une corvée à caser dans un agenda surchargé, c'est une composante naturelle de l'existence. Cette activité régulière à faible intensité est bien plus bénéfique sur le long terme que des séances de sport intenses mais sporadiques. Elle maintient la souplesse des articulations, la force musculaire et la santé du cœur, sans jamais épuiser le corps. Maintenant, parlons un peu chiffres, car ils sont parfois plus parlants que de longs discours. Quand on compare la santé des habitants d'Okinawa à la nôtre, le contraste est saisissant.
Le risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire y est jusqu'à 5 fois plus faible. Les cancers les plus fréquents chez nous, comme ceux du sein ou de la prostate, y sont beaucoup plus rares. Et que dire des maladies neurodégénératives? Le risque de développer une démence sénile, comme la maladie d'Alzheimer, y est considérablement réduit. Ces statistiques ne sont pas le fruit du hasard ou d'une génétique exceptionnelle. Des études sur les Okinawaïens ayant émigré et adopté un mode de vie occidental ont montré qu'ils perdaient rapidement cet avantage et développaient les mêmes maladies que nous. La preuve est là, leur secret réside bien dans leur environnement et leurs habitudes. Prenons un exemple concret, l'ostéoporose. En France, cette maladie qui fragilise les os touche une femme sur 3, après la ménopause. C'est une source de fractures, de douleurs et de perte d'autonomie considérable. À Okinawa, malgré une consommation de produits laitiers quasi inexistante, l'incidence des fractures de la hanche est bien plus faible. Comment l'expliquer? Leur alimentation, riche en soja, source de phytoestrogènes qui protègent l'os, en vitamine D grâce au soleil et en minéraux issus des légumes et des algues, combinée à une activité physique régulière, maintient une densité osseuse solide jusqu'à un âge très avancé. Cela nous montre à quel point notre obsession pour certains groupes d'aliments peut nous faire passer à côté de l'essentiel, la synergie et la diversité nutritionnelle. L'inflammation chronique de bas grade est un autre point de comparaison crucial. Chez nous, elle est considérée comme le lit de la plupart des maladies chroniques, diabète de type 2, maladies cardiaques, arthrose, et même certains cancers. C'est un feu qui couve en silence dans notre organisme, alimenté par le stress, la sédentarité, et une alimentation pro-inflammatoire, riche en sucre et en mauvaise graisse. Le régime d'Okinawa, lui, est fondamentalement anti-inflammatoire. Il est gorgé d'antioxydants présents dans la patate douce violette, le thé vert et le curcuma, et riche en oméga 3 grâce au poisson. C'est comme si chaque repas venait apaiser ce feu intérieur, protégeant l'organisme jour après jour contre l'usure prématurée et la maladie. Regardons aussi l'indice de masse corporelle IMC. Alors que dans nos sociétés, le surpoids et l'obésité sont devenus des épidémies, touchant plus de la moitié de la population adulte, l'IMC moyen d'un aîné d'Okinawa est remarquablement bas, souvent autour de 20 ou 21, ce qui correspond à un poids idéal. Ce n'est pas le résultat de régimes yo-yo épuisants, mais la conséquence directe du fameux hara hachibu et d'une alimentation naturellement peu calorique. Ce poids de forme les protège d'une cascade de problèmes métaboliques, comme l'hypertension, l'excès de cholestérol et la résistance à l'insuline, qui sont les portes d'entrée vers des pathologies bien plus graves. Il nous enseigne que la légèreté du corps favorise la légèreté de l'être. Enfin, un dernier chiffre qui devrait tous nous interpeller, l'espérance de vie en bonne santé. Il ne s'agit pas seulement de vivre longtemps, mais de vivre longtemps sans incapacité majeure. En France, si l'espérance de vie à la naissance est d'environ 85 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes, l'espérance de vie en bonne santé stagne autour de 65 ans. Cela signifie que nous vivons en moyenne les 20 dernières années de notre vie, avec des maladies chroniques et des limitations. À Okinawa, cet écart est bien plus faible. Les centenaires que l'on y étudie ont souvent vécu de manière totalement autonome jusqu'à plus de 95 ans. Lequel de ces deux modèles de vieillissement nous fait vraiment envie? La question mérite d'être posée. Le risque, en ignorant ces leçons, est de continuer sur une voie que nous connaissons bien, mais dont nous sous-estimons la dangerosité. Le premier danger est celui de l'usure silencieuse. Notre corps est une machine incroyablement résiliente. Il peut compenser nos excès pendant des années, voire des décennies. Nous ne sentons rien, ou si peu. Mais à l'intérieur, les dégâts s'accumulent. Nos artères se rigidifient lentement, notre pancréas épuise à force de gérer des pics de sucre, nos articulations s'enflamment. C'est un processus insidieux. Le jour où les symptômes apparaissent de manière évidente, la maladie est souvent déjà bien installée. Agir en amont n'est donc pas un luxe, c'est la seule stratégie véritablement intelligente pour préserver notre capital santé. Le deuxième grand risque est la perte d'autonomie. C'est une peur profonde, souvent inexprimée, que je rencontre chez beaucoup de mes patients. La peur de ne plus pouvoir monter ses escaliers, faire ses courses, conduire sa voiture. La peur de devenir un fardeau pour ses proches. Cette perte d'autonomie n'est pas une fatalité liée à l'âge. Elle est le plus souvent la conséquence directe de maladies chroniques évitables. Le diabète qui mène à l'amputation ou à la cécité, l'accident vasculaire cérébral qui laisse des séquelles motrices et cognitives, l'arthrose sévère qui cloue dans un fauteuil. En prenant soin de notre corps aujourd'hui, nous n'investissons pas seulement dans des années de vie en plus, mais surtout dans des années de vie libres et indépendantes. Un autre risque, plus subtil mais tout aussi réel, est celui de la fatigue décisionnelle. Face à la cacophonie des conseils nutritionnels et au rythme effréné de nos vies, nous finissons par être épuisés. L'idée même de devoir bien manger
devient une source de stress supplémentaire. Alors on baisse les bras. On se réfugie dans des aliments réconfort qui sont souvent les pires pour notre santé. C'est un cercle vicieux. La fatigue nous pousse à mal manger, et mal manger nous rend encore plus fatigués. Le modèle d'Okinawa est libérateur, car il ne repose pas sur une liste complexe de règles et d'interdits, mais sur quelques principes de bon sens, faciles à intégrer et à maintenir sur le long terme. Il y a aussi le risque de la médicalisation à outrance de notre existence. En laissant les maladies chroniques s'installer, nous devenons dépendants d'un arsenal thérapeutique de plus en plus lourd. Un comprimé pour la tension, un autre pour le cholestérol, un troisième pour le sucre, un quatrième pour les douleurs. Chaque médicament a ses propres effets secondaires, qui appellent parfois d'autres médicaments pour les contrer. Nous entrons dans une logique où notre bien-être ne dépend plus de nos habitudes de vie, mais de notre capacité à bien suivre nos prescriptions. La médecine devient alors une béquille indispensable, alors qu'elle devrait être un partenaire pour nous aider à marcher par nous-mêmes le plus longtemps possible. Enfin, le risque ultime est de passer à côté de l'essentiel, le plaisir de vivre. Quand on est constamment fatigué, quand on a mal partout, quand on s'inquiète pour sa santé, la joie de vivre s'amenuise. On a moins d'énergie pour ses passions, pour ses proches, pour de nouveaux projets. La vie se rétrécit et se limite à la gestion des contraintes et des douleurs. Les habitants d'Okinawa nous montrent l'inverse. Un corps sain et léger est le véhicule d'un esprit joyeux et curieux. Leur vitalité physique nourrit leur appétit de vivre, et vice-versa. C'est ce cercle vertueux que nous devrions tous chercher à construire, car c'est la définition même d'une vie pleinement réussie, quel que soit le nombre d'années au compteur. Les symptômes de ce déséquilibre sont déjà présents dans notre quotidien, mais nous avons appris à les ignorer ou à les considérer comme normaux. Le premier d'entre eux est cette fatigue persistante, qui ne disparaît pas, même après une nuit de sommeil. Ce n'est pas la saine fatigue que l'on ressent après un effort physique, mais une lassitude de fond, un manque d'entrain qui pèse dès le réveil. On a l'impression de fonctionner en permanence avec une batterie à moitié chargée. Cette énergie qui nous manque pour jouer avec nos enfants le soir ou pour entreprendre un projet qui nous tient à cœur, c'est le premier signe que notre métabolisme ne fonctionne plus de manière optimale. Viennent ensuite les troubles digestifs. Ballonnement, lourdeur après les repas, transit irrégulier. Qui n'a jamais ressenti ces inconforts ? Nous les mettons sur le compte du stress ou d'un repas un peu trop riche. Mais quand ils deviennent chroniques, ils sont le signe que notre système digestif, notre deuxième cerveau, est en souffrance. Un microbiote intestinal déséquilibré par une alimentation pauvre en fibres et riche en produits ultra transformés ne peut plus faire son travail correctement. Cela affecte non seulement notre digestion, mais aussi notre immunité et même notre humeur. Un ventre qui gargouille est un ventre qui nous envoie un message d'alerte. Les douleurs articulaires et musculaires sont un autre symptôme très fréquent. On se réveille le matin avec le dos raide, les genoux qui grincent, une nuque tendue. On se dit que c'est l'âge. Mais ce n'est pas l'âge, c'est l'inflammation. Un corps constamment enflammé par une mauvaise alimentation, et le manque de mouvement devient un terrain propice aux douleurs chroniques. Ces douleurs nous limitent dans nos activités, nous rendent plus sédentaires, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. C'est une spirale négative qui peut s'installer très tôt dans la vie et qui mine notre qualité de vie au quotidien, nous faisant nous sentir bien plus vieux que nous ne le sommes réellement. Le brouillard cérébral est aussi une plainte que j'entends de plus en plus souvent. Des difficultés de concentration, des trous de mémoire, l'impression d'avoir l'esprit moins vif, moins clair. On a du mal à trouver ses mots, à suivre une conversation complexe. Là encore, on accuse la fatigue ou la surcharge de travail. Mais notre cerveau est un organe extrêmement gourmand en énergie et en nutriments de qualité. Une alimentation pauvre en bons gras, comme les oméga-3, en vitamines du groupe B et en antioxydants, combinée à des pics de glycémie constants, l'empêche de fonctionner à plein régime. Un esprit confus est souvent le reflet d'une assiette qui manque de vitalité. Enfin, il y a les signes visibles, ceux que notre miroir nous renvoie. Une peau qui perd son éclat, un teint plus terne, des cernes plus marquées, des cheveux et des ongles plus cassants. Notre peau est le reflet de notre santé intérieure. Une alimentation qui agresse notre organisme et qui manque de nutriments essentiels se voit à l'extérieur. Le processus de glycation, par exemple, où l'excès de sucre vient caraméliser les fibres de collagène et d'élastine, accélère visiblement le vieillissement cutané et la formation des rides. Ces signes ne sont pas de simples préoccupations cosmétiques. Ils sont la partie émergée de l'iceberg du vieillissement accéléré de tout notre organisme. Maintenant que nous avons vu les symptômes, penchons-nous sur les causes profondes de ce mal-être. La première et la plus évidente est la transformation radicale de notre alimentation au cours des 50 dernières années. Nous sommes passés d'une cuisine basée sur des produits bruts, locaux et de saison, à une alimentation dominée par les produits ultra transformés. Ces aliments,
conçus par l'industrie agroalimentaire pour être hyper appétants, sont souvent bourrés de sucre caché, de sel, de mauvaise graisse et d'une myriade d'additifs. Ils sont vides de nutriments essentiels, comme les fibres, les vitamines et les minéraux. En somme, ils nous apportent des calories vides, qui nous rassasient sans nous nourrir. Cette alimentation moderne a des conséquences désastreuses sur notre métabolisme. L'abondance de sucre rapide et de glucides raffinés, pain blanc, pâtes, riz blanc, provoque des pics de glycémie constants. Pour gérer cet afflux de sucre, notre pancréas doit produire des énormes quantités d'insuline. À la longue, nos cellules deviennent sourdes à l'insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est le premier pas vers le diabète de type 2, mais aussi vers la prise de poids, notamment au niveau du ventre, et l'inflammation chronique. À l'inverse, le régime d'Okinawa, riche en fibres et en glucides complexes à digestion lente comme la patate douce, assure une diffusion douce et régulière de l'aile, énergie, sans jamais affoler le pancréas. La qualité des graisses que nous consommons est une autre cause majeure. Notre alimentation est souvent trop riche en oméga-6 pro-inflammatoires, présents dans les huiles de tournesol ou de maïs, et dans de nombreux plats préparés, et cruellement déficiente en oméga-3 anti-inflammatoires. Ces derniers, que l'on trouve en abondance dans les poissons gras chers aux Okinawaïens, sont essentiels à la souplesse de nos membranes cellulaires, au bon fonctionnement de notre cerveau, et à la régulation de l'inflammation. Ce déséquilibre constant entre oméga-6 et oméga-3 dans notre assiette est comme jeter de l'huile sur le feu de l'inflammation silencieuse qui consume notre organisme à petit feu. Notre rapport au temps et à l'acte de manger est également une cause fondamentale. Nous mangeons trop vite, sans mâcher, en faisant autre chose en même temps. La digestion commence dans la bouche, et le cerveau a besoin d'environ 20 minutes pour recevoir les signaux de satiété. En avalant notre repas en 5 minutes, nous court-circuitons complètement ce processus. Nous mangeons donc bien plus que nécessaire, surchargeant notre système digestif et favorisant la prise de poids. Le principe du hara hachibu est l'antidote parfait à cette précipitation. Il nous réapprend à être présent, à savourer, à écouter notre corps et à lui donner la juste quantité dont il a besoin, ni plus, ni moins. La sédentarité est la 4e grande cause de nos maux. Être humain n'est pas fait pour rester assis 8 heures par jour. Notre corps est conçu pour le mouvement. L'inactivité prolongée atrophie nos muscles, raidit nos articulations, ralentit notre circulation sanguine et lymphatique, et favorise le stockage des graisses. Nous essayons de compenser par 1 ou 2 heures de sport par semaine, ce qui est mieux que rien, mais cela ne remplace pas un mouvement doux et constant tout au long de la journée. Le jardinage, la marche, le simple fait de prendre les escaliers. Le mode de vie d'Okinawa nous rappelle que l'activité physique la plus bénéfique est celle qui s'intègre naturellement et sans effort dans le tissu de notre quotidien. Une autre cause, souvent sous-estimée, est notre perte de connexion avec la nature. Nous vivons de plus en plus dans des environnements urbains, coupés de la lumière naturelle du soleil, essentielle à la synthèse de la vitamine D, et du contact avec la terre. Les habitants d'Okinawa, eux, vivent au rythme des saisons. Ils cultivent leur propre nourriture, passent beaucoup de temps à l'extérieur. Ce contact régulier avec la nature a des effets prouvés sur la réduction du stress, l'amélioration de l'humeur et le renforcement du système immunitaire. Se reconnecter à la nature, ne serait-ce que par une simple promenade en forêt, est un besoin fondamental que nous avons trop longtemps négligé pour notre bien-être global. Le stress chronique est sans doute l'un des poisons les plus violents de notre civilisation. Contrairement au stress aigu de nos ancêtres, fuir un prédateur, qui était intense mais bref, notre stress est constant, diffus et lié à nos soucis professionnels, financiers ou familiaux. Cet état de tension permanent maintient notre corps en état d'alerte, avec des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress. À long terme, un excès de cortisol épuise nos glandes surrénales, perturbe notre sommeil, favorise le stockage de graisse abdominale, affaiblit notre système immunitaire et accélère le vieillissement cérébral. La sérénité et le rythme de vie plus lent des Okinawaïens sont une protection inestimable contre ce fléau. Le manque de sommeil de qualité est une conséquence directe de ce stress mais aussi une cause à part entière de nos problèmes de santé. Le sommeil n'est pas un temps mort, c'est une période de réparation et de régénération intense pour tout notre organisme. C'est pendant la nuit que notre cerveau se nettoie, que nos tissus se réparent et que nos hormones se rééquilibrent. En dormant moins de 7 heures par nuit, ou en ayant un sommeil fragmenté, nous nous privons de ce processus vital. Cela augmente le risque d'obésité, de diabète, de maladies cardiaques et de dépression. Respecter son besoin de sommeil est l'un des gestes de santé les plus simples et les plus puissants qui soient. L'isolement social est une autre épidémie silencieuse de nos sociétés modernes. Nous avons des centaines d'amis sur les réseaux sociaux, mais nous nous sentons de plus en plus seuls. Or, être humain est un animal social. Le sentiment d'appartenance à une communauté,
Le soutien émotionnel, le partage, le rire, sont des besoins aussi fondamentaux que manger ou boire. Les Moai d'Okinawa en sont la plus belle illustration. Ces groupes de soutien créent un filet de sécurité affectif et matériel qui protège ses membres tout au long de leur vie. Des études ont montré que la solitude chronique pouvait être aussi nocive pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Enfin, la cause qui chapeaute toutes les autres est peut-être une perte de sens. Dans notre course à la performance, à la consommation, nous avons souvent oublié de nous poser la question essentielle. Pourquoi ? Quel est notre ikigai ? Quel est le moteur qui nous donne envie de nous lever chaque matin ? Sans cette boussole intérieure, la vie peut sembler vide, et les efforts pour prendre soin de soi peuvent paraître vains. Les centenaires d'Okinawa nous enseignent que la santé n'est pas un but en soi. C'est le moyen qui nous permet de poursuivre notre but, de rester actif et utile à notre communauté, d'aimer et d'être aimé jusqu'à notre dernier souffle. Retrouver ce sens est la première étape, la plus cruciale, sur le chemin d'une vie longue et heureuse. Alors, face à ce constat, que pouvons-nous faire concrètement dès aujourd'hui ? La solution n'est pas de déménager à Okinawa, mais de faire infuser un peu de leur sagesse dans notre quotidien. Commençons par notre assiette. Sans tout révolutionner. L'idée n'est pas la frustration, mais l'ajout et la couleur. Et si, cette semaine, vous vous donniez pour mission de mettre un arc-en-ciel dans votre assiette chaque jour ? Ajoutez une poignée d'épinards ici, quelques rondelles de carottes là, des myrtilles dans votre yaourt. Pensez à la patate douce, ce trésor d'Okinawa, si douce et réconfortante, qui peut remplacer avantageusement la pomme de terre. Il ne s'agit pas de renier notre culture gastronomique, mais de l'enrichir, de la vivifier avec plus de végétal, plus de fibres, plus de vie. Ensuite, repensons nos sources de protéines. Sans devenir végétarien du jour au lendemain, nous pouvons simplement rééquilibrer la balance. Essayez de remplacer la viande rouge, souvent pro-inflammatoire, par un poisson gras 2 à 3 fois par semaine. Maquereaux, sardines, saumon. Ils sont une mine d'oméga 3, ce carburant essentiel pour notre cerveau et ce baume pour notre cœur. Explorez aussi la richesse des protéines végétales. Une bonne salade de lentilles, un houmous maison, un chili sin carne savoureux. Vous découvrirez des saveurs nouvelles et vous sentirez plus léger, plus énergique. Le tofu, si cher aux Okinawaïens, est d'une incroyable polyvalence. Mariné et grillé, il peut être une délicieuse surprise. C'est une invitation à la curiosité culinaire, pas à la privation. Adoptons maintenant le principe le plus puissant et le plus simple. Le hara hachibu. Comment faire ? C'est un exercice de pleine conscience. Prenez le temps de vous asseoir pour manger, sans écran. Posez vos couverts entre chaque bouchée. Mâchez lentement, redécouvrez le goût, la texture des aliments. Et surtout, apprenez à écouter les signaux de votre corps. Arrêtez-vous non pas quand votre estomac est plein à craquer, mais quand la faim a disparu, quand vous vous sentez agréablement rassasié, mais encore léger. Vous verrez, les premiers jours, cela demande un peu d'attention, mais très vite, cela devient une seconde nature. Vous finirez vos repas avec une énergie renouvelée, et non avec l'envie de faire une sieste. C'est un cadeau immense à faire à votre système digestif. Remettons ensuite notre corps en mouvement, mais avec douceur et constance. Oubliez l'idée qu'il faut souffrir pendant des heures à la salle de sport. L'essentiel est de rompre avec la sédentarité tout au long de la journée. Garez votre voiture un peu plus loin. Prenez les escaliers plutôt que l'ascenseur. Passez vos appels téléphoniques en marchant. Si vous travaillez assis, levez-vous toutes les heures pour vous étirer 5 minutes. Et pourquoi ne pas instaurer une petite marche digestive de 15 minutes après le dîner ? Le jardinage, même sur un balcon, est aussi une activité formidable. Le but est de réintégrer le mouvement dans chaque parcelle de notre vie, pour que notre corps se souvienne de sa fonction première. Bouger. N'oublions pas de nourrir nos liens sociaux, notre moai personnel. Dans un monde hyper connecté mais paradoxalement solitaire, cet aspect est crucial. Prenez votre téléphone non pas pour faire défiler un fil d'actualité, mais pour appeler un ami que vous n'avez pas eu depuis longtemps, juste pour prendre de ses nouvelles. Proposez un café à un voisin. Rejoignez une association locale, un club de marche, un cours de poterie. Partagez des repas, des rires, des confidences. La chaleur des relations humaines authentiques est un puissant antidote au stress et à la morosité. C'est un nutriment pour l'âme, tout aussi indispensable à notre longévité que les vitamines et les minéraux. Et enfin, interrogez-vous sur votre ikigai. Quelle est votre raison de vous lever le matin, au-delà des obligations ? Qu'est-ce qui fait pétiller vos yeux ? Cela n'a pas besoin d'être un projet grandiose. Cela peut être de cultiver vos tomates, d'apprendre à jouer d'un instrument, de transmettre une recette à vos petits-enfants, de vous occuper de votre animal de compagnie, de lire un bon livre. Avoir une passion, un but, même modeste, donne une direction et un sens à notre existence. C'est le moteur qui nous pousse à prendre soin de nous, non pas comme une corvée,
mais comme le moyen de pouvoir continuer à faire ce que nous aimons le plus longtemps possible, avec joie et vitalité. Je sais, en vous écoutant, que tout cela peut sembler être une montagne. On se dit qu'on n'y arrivera jamais, que notre vie est trop compliquée pour intégrer tous ces changements. Mais je vous en prie, ne voyez pas cela comme une liste de commandements à appliquer à la perfection dès demain. Voyez cela comme une boîte à outils, une source d'inspiration. Le secret n'est pas dans la perfection, il est dans la direction. Il ne s'agit pas de faire un bond de géant, mais de faire un premier petit pas. Un seul. Choisissez la chose qui vous parle le plus, la plus simple pour vous. Et commencez par là, juste pour voir. Ce premier pas est le plus important, car il change l'inertie en mouvement. Car le temps, lui, ne nous attend pas. Chaque jour qui passe est une occasion manquée, ou une pierre ajoutée à Yel, édifice de notre santé future. Nous avons tendance à repousser, à nous dire « je commencerai lundi, après les vacances, quand j'aurai moins de travail ». Mais le moment parfait n'existe pas. Le seul moment que nous ayons, c'est maintenant. La personne que vous serez dans 10, 20 ou 30 ans se construit aujourd'hui, dans la bienveillance ou la négligence que vous accordez à votre corps à cet instant précis. Votre futur vous regarde, et il espère que vous ferez le bon choix. Il espère que vous choisirez la vie, l'aile, l'énergie, la joie. Imaginez un instant cette personne. Imaginez-vous à 70, 80, 90 ans. Qui voulez-vous être? Une personne affaiblie, limitée, dépendante, qui regarde la vie passer depuis son fauteuil. Ou une personne vive, autonome, capable de jouer par terre avec ses arrière-petits-enfants, de voyager, de cultiver son jardin, de rire aux éclats avec ses amis. Ce futur n'est pas une question de chance ou de génétique. Il est en grande partie le résultat des milliers de petits choix que vous faites aujourd'hui. Le secret des centenaires d'Okinawa n'est pas d'ajouter des années à la vie, mais bien d'ajouter de la vie à chaque année qui nous est donnée. Alors, mon invitation aujourd'hui est simple. C'est un appel à l'action, non pas par peur de la maladie, mais par amour de la vie. Ne laissez pas la fatigue, la confusion ou les mauvaises habitudes décider pour vous. Reprenez les rênes, avec douceur et détermination. Quelle est la toute petite graine de bien-être que vous pouvez planter aujourd'hui, dès maintenant? Boire un grand verre d'eau? Manger une pomme? Marcher 10 minutes à la pause déjeuner? Faire une seule de ces choses, c'est déjà tout changer. C'est envoyer à votre corps le plus beau des messages, je tiens à toi et je vais prendre soin de toi. Prenez bien soin de vous.